Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Voilà, j'étais absent un petit temps, mais c'est reparti, on va relancer un peu les vidéos YouTube. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu matériel. C'est souvent quand même quelque chose qui revient dans beaucoup de vidéos YouTube et dans beaucoup de commentaires. Donc voilà, avant qu'il y ait toutes ces questions, je préfère y répondre directement et comme ça, je renverrai vers la vidéo. Parce que, mine de rien, on va aborder quelque chose qui reste cohérent et qui reste en fait valable pour même dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc voilà, alors dans cette vidéo, je vais commencer par vraiment on va dire des phrases types, hein, genre vous les avez sûrement entendues dans beaucoup de vidéos. Et dans ce cas-ci, on va parler évidemment de quel matériel utiliser en photographie canine. Quel est le meilleur matériel pour ça? La réponse est simple, il n'y en a pas. Il n'y a pas de matériel idéal pour ça. En fait, il y a plusieurs paramètres à analyser avant de pouvoir dire ok, bon, ça c'est le matériel idéal. En fait, ce sera le matériel idéal pour vous. Et seulement pour vous. Typiquement, on pourrait très bien avoir quelqu'un qui va dire « Je prends le Canon R3 avec un 35 mm, voilà, c'est pour moi le matériel idéal pour faire de la photographie canine. » Alors que pour moi, typiquement, pour l'instant, en tous les cas, dans mes besoins actuels, pour moi, le Canon R6 plus, j'utilise 2-3 objectifs différents, mais disons que, voilà, on va dire le 70-200 mm en f2.8, pour moi, est un combo qui se rapproche du parfait pour la photographie canine. Mais du coup, comment arriver en fait à cette conclusion-là? C'est très simple. On va d'abord commencer par regarder et par se poser la question de quoi j'ai besoin et de quel type de photo je fais. Viendra dans une autre vidéo mes préférences et mes settings que j'utilise pour, en tous les cas sur le Canon R6 en photographie canine, mais il y a une grosse partie des réglages qui seront évidemment bonnes pour n'importe quelle marque en fait, et n'importe quel boîtier. Donc il va y avoir vos besoins, quel type de photo vous faites, dans quelles conditions, et votre budget. À ne pas, voilà, il ne faut pas négliger ça aussi, parce qu'on peut dire... oui, donc je me lance dans la photographie canine et le meilleur matériel, comme je disais, hein, on va dire un Sony Alpha One avec je sais pas moi, un 24-70 G Master 2 2.8 par exemple. Oui, enfin, je crois que de tête, vous devez être pas loin des, peut-être quoi, 7000, 8000 euros là-dessus. Si vous n'avez pas le budget, ça veut dire que mentalement, vous vous préparez à dire déjà que vous n'avez pas le bon matériel pour le faire. C'est pas correct. Donc, on va décortiquer ça ensemble. Première chose, moi j'ai réfléchi plutôt évidemment avec le budget, je me suis dit ok, j'aimerais pas trop dépasser ces valeurs-là. Puis évidemment votre tranche budgétaire, elle varie avec le temps. Donc vous allez avoir différentes, on va dire, attentes par rapport au matériel, par rapport au budget que vous payez. Et du coup, en fonction des shootings que vous faites, si vous faites rémunérer ou pas, en fonction de votre travail, en fonction de votre... de tout simplement de la rémunération que vous avez, vous savez plus ou moins vers où vous voulez aller. Autre chose, moi je me suis, enfin voilà, comme certains d'entre vous le savent, j'habite en Belgique. On va pas dire qu'on est dans un pays méditerranéen où il fait plus beau que mauvais. On va dire que la météo en Belgique, elle est assez variable et je me retrouve assez régulièrement quand même dans des moments de basse lumière. Déjà de base, je shoote beaucoup dans des sous-bois, dans des forêts, des choses comme ça, donc forcément la lumière est déjà un petit peu occultée par les arbres, surtout en été, la mine de rien on s'en rend pas compte, mais pendant la période de l'été, moi j'aime pas vraiment shooter en pleine lumière, donc je vais dans les forêts et les sous-bois, mais forcément le feuillage couvre énormément de la lumière qui passe. Autant en hiver, quand vous avez des arbres qui ont perdu leurs feuilles et qu'en hiver la lumière est un peu plus douce, un peu plus faible, forcément elle passe beaucoup mieux et on peut gérer ça. Mais on reste quand même sur quelque chose qui est en général, on peut se retrouver dans des situations de basse lumière. Donc il me fallait un appareil photo qui était bon en basse lumière. Ça, c'était une des premières conditions. Deuxième chose, je fais de la photographie canine en portrait et aussi parfois en mouvement. Donc il me fallait un appareil photo qui puisse avoir une rafale assez élevée pour que je puisse décortiquer le mouvement et dans mes photos choisir vraiment la photo qui me convenait le mieux, tout en ayant un budget respectable. Et de nouveau, je ferai dans la suite de la vidéo un petit peu mon parcours de qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai upgradé tout doucement mon matériel. Et en fait, vous verrez qu'il y a certains points qui reviennent assez souvent, mais au tout début, je pouvais tout simplement pas me permettre d'acheter directement le must. Et le must, de nouveau, pour moi. Et donc, pour faire un petit peu ce parallèle-là, on pourrait prendre quelque chose de complètement différent. Est-ce que je peux faire de la photographie canine avec un objectif de kit et un appareil photo entrée de gamme? Si on pose la question comme ça, oui, évidemment vous pouvez. Donc vous pouvez très bien trouver
des kits chez des revendeurs comme en Belgique vous avez MediaMarkt, vous avez la Fnac, vous avez même d'autres entreprises qui sont plus spécialisées en photo comme Caméra Express et comme Photogalerie et bien d'autres. En France, je crois qu'en électronique, je connais pas trop en fait les grandes chaînes. Bon, la Fnac évidemment. Je crois que vous avez Darty, Kinou et Vandenborg et peut-être Boulanger aussi. Et il y en a sûrement plein d'autres. Après, vous avez des magasins assez connus. Si vous commandez par exemple chez IPLN à Lyon, eux ils sont très connus et très pro là-dedans. Voilà, vous pouvez très bien trouver des kits photos à, je dirais, 800 euros, 700 euros, 800 euros. Maintenant, les prix ont quand même vachement augmenté, surtout avec le passage à l'hybride. Mais vous pouvez sûrement retrouver encore des appareils photo réflex avec un objectif de kit. Alors, bon, en fait, la réponse qu'on dit oui, on peut en faire, évidemment, on peut en faire. On va juste se restreindre dans certaines situations. Ces boîtiers ne sont pas faits pour monter très haut en ISO. Et encore, on peut monter assez haut en ISO, mais vous allez dégrader la photo. Le capteur est un peu plus petit, en général on est sur des capteurs APS-C, mais ça on en rediscutera après, la différence entre les capteurs et est-ce que vous avez une grosse différence de luminosité ou pas. Les objectifs par contre sont des objectifs de kit, et donc en général on va parler d'un 18-55 mm, mais avec c'est une ouverture variable, et si je ne me trompe pas, c'est du 3.5, 5.6, ça veut dire qu'à 50 mm il est à 5.6, donc forcément vous fermez beaucoup le diaphragme et là vous perdez en lumière. Donc si vous êtes déjà dans une situation compliquée, par exemple fin de journée, peu de lumière, temps couvert, voilà, moi j'aime bien ça, mais bon, voilà, chacun son truc, et que vous shootez avec ça, vous allez vous mettre évidemment des difficultés en plus. Maintenant, sincèrement, quand on regarde les logiciels photo pour rattraper le bruit numérique et ainsi de suite, c'est incroyable. Ça va juste vous demander en fait un petit peu plus de travail en post-production pour que vos photos soient jolies et qu'elles soient, on va dire, correctes au niveau de la netteté, qu'elles soient correctes au niveau de pas trop de bruit, et ainsi de suite, pour être publiées, ou tout simplement si vous voulez commencer à faire des photos pour des clients. Donc oui, on peut faire avec à peu près tout. Sincèrement, même, je me suis un peu amusé, enfin vous le voyez pas parce que c'est flou ici, mais hop, je vais vous montrer. Je me suis même amusé à faire des photos de chiens avec ça. Et ça, c'est un argentique. Et dessus, j'ai un 28 mm en 2.8. Donc il a une très belle ouverture, mais après, ça reste une pellicule argentique. Donc forcément, ça demande encore un peu plus de trucs et on ne voit même pas le résultat directement sur la photo. Enfin, à l'arrière de l'appareil maintenant. Il faut attendre le développement pour savoir si on a réussi ou pas sa photo. Mais il y a moyen. En fonction de la situation, il y a toujours moyen. Donc ne vous mettez pas une barrière au niveau du matériel. Après, la phrase, on va dire un petit peu commune et un peu bidon, c'est de se dire, c'est pas l'appareil photo qui fait la photo, c'est le photographe. L'appareil photo est un outil pour le photographe. Alors certes, l'outil, c'est comme dans d'autres métiers, vous prenez l'entrée de gamme, vous prenez le matériel qualitatif professionnel, ne vont pas vous servir de la même manière et ne vont pas vous servir sur la même durée. C'est bien ça qu'il faut se dire aussi, évidemment. Mais en soi, si on peut dire ça en question bête, quel est le meilleur matériel que je puisse avoir? Eh bien la réponse est bête, il n'y a pas de meilleur matériel que vous puissiez avoir. Ce sera le meilleur matériel pour vous et seulement pour vous, pas pour toutes les personnes. Et pour la petite parenthèse, certains d'entre vous le savent aussi, enfin, je suis gérant d'un magasin de photos ici sur Bruxelles, et on a beaucoup de clients qui nous posent la question, quel est le meilleur matériel? Alors en plus, quand vous êtes avec du Sony, Canon, Nikon, Fuji, Olympus, vous avez tout ça qui se balade, que ce soit en photo ou en vidéo, que ce soit, il faut vraiment poser beaucoup de questions. Oui, mais qu'est-ce que vous faites? À quelle fréquence? Quel est votre budget? À quelle fin? J'avais des gens qui étaient là en se disant « Oh là là, j'aimerais faire des vidéos de vacances et ils venaient nous demander j'aimerais acheter ce boîtier-là. » Ok, d'accord. Pourquoi est-ce que vous voulez prendre une FX3 de chez Sony pour faire des vidéos de vacances? Enfin, alors chouette, hein, si tu veux faire des vidéos de vacances, que tu veux te donner à fond après dans la post-production et tout, c'est génial. Mais les personnes ne voulaient pas ça, ils voulaient quelque chose qu'ils enregistrent, machin, hop, je prends ma carte SD, et puis après, j'envoie les vidéos à la famille, à mes potes, et ainsi de suite. C'est clairement pas adapté. Alors, il faut répondre aux bonnes questions pour trouver pour vous votre propre meilleur matériel. Voilà, alors pour illustrer un petit peu ce que je viens de dire, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours.
ça vous aidera peut-être à comprendre qu'il ne faut pas forcément directement dépenser des milliers et des milliers d'euros dans du matériel pour avoir quelque chose de correct. J'ai commencé au moment de notre mariage, le tout premier appareil photo que j'ai acheté, c'était un Canon 250D je crois, avec un objectif de kit 18-55, et en fait on se l'était acheté pour notre lune de miel et on s'était dit bon c'est chouette le smartphone machin, mais bon il faudrait qu'on fasse vraiment des belles photos, donc on va se prendre un petit appareil photo. Voilà, c'est un peu la réponse qu'on se dit à chaque fois, et en fait c'est pas forcément vrai, surtout que ça implique de connaître différentes choses si on veut vraiment sortir du lot par rapport à notre smartphone qui lui avec l'intelligence artificielle fait bien mieux les choses que nous parfois, ou du moins plus rapidement. Donc j'ai commencé avec ça, tout simplement pour faire des photos souvenirs. Je faisais des photos pendant notre lune de miel, de nous, des paysages, de ce qu'on voyait, enfin voilà, de tout et de rien. Et comme vous le savez du coup via mes autres vidéos, ma femme commençait le comportementalisme canin et on avait déjà à cette époque-là un Shiba Inu qui est Kita, et du coup en fait je me suis dit ouais j'aimerais quand même bien faire des photos de chiens, et j'ai fait quelques photos de chiens mais j'étais pas vraiment satisfait, et du coup je me suis dit ok, il faudrait peut-être que je comprenne un peu plus comment ça fonctionne, donc j'ai trouvé une formation en photographie canine. Et là, j'arrive à cette formation, je suis là avec mon petit boîtier, machin, on me dit bah ouais, il n'y a pas de souci, teste toujours avec ça. Maintenant la formation était très axée sur de la photographie d'action, donc ça veut dire que le chien bouge beaucoup, court. Mon appareil photo faisait du 5 images secondes, voire 4 images secondes, j'avais pas un gros zoom, donc moi quand je me mettais en fait au même niveau que les autres personnes qui avaient des 70-200, des 75-300, des 70-300, etc., moi j'avais un plan qui était hyper large, et donc le chien était tout petit sur la photo, donc ça ne menait à rien. Et là je me suis vite rendu compte que ok, ça me faisait kiffer, je voulais vraiment faire ça, mais à part faire du statique, je pouvais pas faire grand chose quand même avec. Donc en est venue l'idée de me dire ok, vers quoi je vais aller comme matériel pour m'améliorer et pour être plus confortable aussi en photographie canine. Alors il y avait deux choses qui me manquaient. La rafale, avec la rapidité de l'autofocus, qui était pas terrible sur mon 250D, et un zoom. Mais le truc c'est que je pouvais pas acheter les deux en même temps, donc je me suis dit ok, je vais peut-être d'abord avoir une versatilité, donc je préfère prendre d'abord un zoom qui me permettra de faire des photos un peu plus loin et ainsi de suite, quitte à devoir photographier, faire des rushs, et puis peut-être avoir une bonne photo là-dedans, mais au moins je me disais que je pouvais avoir quelque chose de correct. Donc j'ai commencé par chercher un objectif photo, et là je suis tombé sur le Canon EF, le 70-300 mm, aussi à ouverture variable, c'était pas une ouverture fixe, mais il était vraiment à bon prix. Je crois qu'à l'époque j'ai payé ça 450 ou 500 euros, un truc comme ça, et il m'a tenu vraiment longtemps, mine de rien, parce que la différence, pour avoir l'équivalent, c'était un 70-200 f4 ou f2.8, et là on était au-delà des 1000 à 2000 euros. C'était pas possible, surtout que moi c'était le tout début, j'avais pas forcément le budget à mettre en photo à ce moment-là, ni la vision de me dire j'ai envie d'en faire un métier. Alors, à ce moment-là c'était vraiment par pure passion, par pur hobby, et que ça m'intriguait pas mal. Du coup j'ai acheté cet objectif là et j'ai commencé à faire quelques photos. J'ai mis un peu d'argent de côté, et au fur et à mesure avec les anniversaires et ainsi de suite, j'ai commencé à regarder pour un boîtier. Et là j'ai trouvé un Canon 7D Mark II, qui est un boîtier réflexe, en occasion, qui était à 400 euros. Enfin, vraiment, là, j'étais tombé sur une pépite parce qu'il avait quasiment pas beaucoup de déclenchement. C'était un capteur APS-C, donc ça veut dire que mon 70-300 devenait en fait une histoire de 120 mm, et 300, ça faisait quoi? Ça faisait un 450 presque. Donc ça, c'était vraiment chouette parce que j'avais un super zoom du coup. Et j'ai vraiment kiffé avec cet appareil. Surtout que lui, maintenant, il avait une bonne rafale rapide, il avait un autofocus. Enfin, vraiment, le Canon 7D Mark II est resté très longtemps, même quand les premiers hybrides sont sortis, est resté un des boîtiers sportifs de référence. Et c'était vraiment incroyable. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je faisais beaucoup de photos de chiens en mouvement. Je faisais très peu de statique parce qu'il y avait ce petit côté challenge d'avoir les photos nettes, d'avoir les photos avec les grimaces des chiens quand ils courent et tout ça, et j'aimais vraiment bien à ce moment-là. Voilà, j'ai continué un petit peu là-dedans, j'ai évolué au fur et à mesure, j'ai surtout suivi d'autres formations, et ça je vous le dis, c'est super important. N'investissez pas tout votre argent dans du matériel, faites aussi des formations, des workshops, des formations en ligne, enfin que ça vous apporte quelque chose aussi en termes techniques,
Donc il y a la technique, il y a la mise en pratique, et après il y a aussi évidemment la retouche qui lie les deux. Et du coup, ben, j'ai continué avec ça pendant pas mal de mois, mine de rien, puis après j'ai pu un peu débloquer le budget. À ce moment-là, je travaillais à la Fnac, et j'étais tombé sur une opportunité de dingue avec un déstockage d'un Canon EOS R, donc qui était en fait un des tout premiers appareils photo hybrides de chez Canon. Et bon, bah là j'ai suivi un petit peu la hype, hein, voilà, je m'étais dit ah génial, c'est cool, la technologie c'est fou, puis en plus c'est un plein format, c'est génial. J'ai acheté ce fameux boîtier et qui était à un prix incroyable. J'avais revendu un peu d'autres trucs sur le côté d'une autre passion, et j'avais pu aussi m'acheter en occasion du coup un Canon EF 70-200 mm en 2.8, mon tout premier objectif pro, là les tout blancs. Et là, je me régalais. Et au final, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, bah, j'utilisais quand même beaucoup plus mon 7D Mark II avec le 70-200-2.8 que mon R. Parce que, ben voilà, c'était pas encore à la hauteur, on va dire, avec le R. Il n'avait pas une super montée en ISO. Certes, il avait un peu une meilleure montée en ISO que mon 7D Mark II, ça c'est clair. Mais pour le reste, il n'avait pas une rafale exceptionnelle, il n'avait pas un autofocus exceptionnel non plus. Donc voilà, j'ai un peu déchanté à ce moment-là. Surtout que je me disais, bon, même si je l'avais eu un super prix et tout, bon bah, bof. Et alors, bah, je me suis dit, ok, on va repartir de zéro. J'ai pas besoin d'autant de matos. Qu'est-ce que je peux faire? Et là est sorti le Canon R6, avec celui avec lequel je me filme maintenant. Et là, ça a été vraiment, je me suis dit, ok, ça c'est la suite de l'hybride, mais Canon a compris de ses erreurs, il a corrigé tous ses petits défauts de premier-né, on va dire, sur son R et RP. La batterie, c'est toujours la même, c'est depuis le 7D Mark II, donc c'est une batterie qui tient super bien. On a une super rafale, capteur plein format qui peut monter bien dans les ISO. Donc là, je commençais en fait à cocher toutes les cases, des trucs que je commençais à me dire, ok, ça c'est pas mal pour moi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et j'ai décidé de revendre du coup mon 7D Mark II, mon R, mon 70-300 mm aussi. Enfin, j'ai revendu pas mal de trucs, et je me suis retrouvé avec le R6. J'avais gardé un 50 mm que j'ai toujours avec la bague d'adaptation, et du coup j'avais la bague d'adaptation sur le 70-200 EF. Super content, le truc qui marche mais du tonnerre. Ensuite, c'est assez drôle, mais la technologie du EF 70-200 de 8, première génération, qui n'était pas stabilisée, bah elle faisait un peu vieillotte, même avec la bague d'adaptation sur du R6, donc ça ne suivait pas comme il fallait. Donc j'ai revendu le 70-200 de 8. J'avais pas le budget pour m'acheter le RF, et du coup là j'ai décidé de m'acheter le Sigma EF, aussi en 2.8 70-200, que je mettais avec la bague d'adaptation, et là, waouh, génial, ça suivait déjà bien mieux, c'était vraiment incroyable. Et ça, je l'ai utilisé encore jusque, eh ben, c'était l'année passée, plus ou moins. Je dirais fin de l'été de l'année passée. Alors, bon, j'ai des tendances à faire quand même des grosses migraines, et du coup, bah, à trimballer en fait le matériel avec des lanières ou même un sac à dos, des trucs comme ça me donnait vite des tensions pendant les shootings, voire après les shootings. Et là, je me suis dit, bon, ok, le 70-200 de chez Sigma, il pèse quoi. Il pèse vraiment lourd, hein. On est à 1,8 kg, 1,9 kg je crois, rien que l'objectif, plus le boîtier. Enfin bon, on avait 2 kg et des, à chaque fois à le porter, bah, je me détruisais un petit peu la nuque. Et voilà, les derniers achats, enfin le dernier achat en tous les cas, en date, parce que j'ai acheté un 85 mm de chez Samyang en monture RF, qui a un 85 mm f1.4, et ça je l'utilise beaucoup pour le portrait en basse lumière. Tout ce qui est photostatique, j'adore. Malheureusement, il n'existe plus parce qu'il y a eu un peu conflit avec Canon et les marques tierces qui faisaient des montures RF avec un autofocus, à préciser, parce que les autres en manuel focus, ils étaient tout à fait en droit de les faire. Et du coup, le dernier achat, fin de l'été passé, j'ai revendu mon Sigma, et j'ai pu acheter le RF 70-200 2.8 qui fait 1 kg de moins que le Sigma, ce qui est clairement pas négligeable, hein. On est passé d'1,8 kg à 800 grammes, 880 grammes, un truc comme ça. Et là, voilà, là je suis vraiment, j'atteins ce que je voulais atteindre en tous les cas, au fur et à mesure. Mais bon, voilà, je vous explique un truc qui s'est fait sur 6 ans. Si pas plus en fait, parce que bah, ça fait 8 ans en fait qu'on est mariés, donc ça fait 8 ans que j'ai commencé la photo, et donc on va dire que c'est plus ou moins sur 7 ans que j'ai étalé tous ces achats et ces transformations. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour mon parcours et comment j'en suis arrivé là.
Alors à l'heure actuelle, je suis hyper satisfait de mon matériel, même si depuis, je crois, il a 2 ans et demi, je crois, le R6, ou même un peu plus, hein, non, il a 3 ans maintenant. Je l'ai acheté il y a 3 ans. Je l'ai acheté à sa sortie. Et il y a eu maintenant un R6 II, il y a le R5. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas acheté le R5? Bah déjà, budget, première chose. Et puis à ce moment-là, je trouvais que moi, les 45 millions de pixels, j'en avais pas forcément besoin non plus, donc je m'étais dit, bon, voilà, 20 millions de pixels me suffit amplement. Alors c'est vrai que je cracherai pas dessus aujourd'hui d'avoir un 45 millions de pixels pour certaines photos. Ça me permettrait, quand avec mon 70-200 j'ai pas assez, je puisse cropper dans la photo et d'avoir toujours un bon ratio dans mes photos. Mais voilà, c'est franchement pas quelque chose d'handicapant à l'heure actuelle. Et franchement, j'ai pas de raison de changer là maintenant à l'heure actuelle au niveau matériel. Du moins pas pour la photographie canine. Alors maintenant avec YouTube et avec les vidéos et tout ça, ben, peut-être que je changerai un petit peu parce que là j'ai un 35 mm qui me filme, mais parfois je trouve que c'est un peu court, donc peut-être quelque chose dans les 20 mm ou un truc comme ça, un 23 mm. Mais bon, ça c'est vraiment pour autre chose, on est hors sujet par rapport à la photographie canine. Et si je devais vraiment changer quelque chose, ben, comme je vous dis, je crois que les changements maintenant ne se feraient pas par rapport à la photographie canine. On serait plus dans l'optique de se dire, ok, je vais retourner sur mes questions de quel matériel j'ai besoin pour moi par rapport à mon activité, par rapport à ce que je veux développer, à ce que je veux faire. Et alors là, du coup, on commence à aller vers se dire, bah, peut-être un R6 II, si je devais vraiment changer, parce que bah, celui-là apporte un petit peu plus en vidéo, et parce que bah, du coup, pour YouTube, et même pour des petites capsules vidéo que je fais aussi à droite à gauche, bah, ça peut être intéressant. De nouveau, voilà, ça n'a rien à voir avec la photographie canine. Je crois que un jour, si je peux, mais ça c'est parce que je veux en faire vraiment une activité à plein temps, en vivre à plein temps, ce sera un deuxième boîtier pour faciliter certaines choses. Et encore du fait que ça rajoutera du poids et des choses comme ça, je suis vraiment pas sûr que j'irai vers là. Mais disons que ça me permet d'avoir aussi un certain secours, un boîtier backup et des choses comme ça. Donc de nouveau, si j'achète un deuxième boîtier, ce ne sera pas un boîtier de malade en me disant je vais sur du R5, je vais sur le R3 ou des choses comme ça. Ce sera même peut-être un deuxième R6 ou alors un R6 II pour avoir ce petit complément de vidéo. Mais je le connais tellement bien, le R6, que bah, ça me suffit amplement, en tous les cas, par rapport à ce que je fais. Du coup, pour conclure, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Il n'y a pas de matériel, de meilleur matériel pour vous, pour la photographie canine. En fait, en fonction de vos besoins, de votre budget, des questions qu'on a vues ici, si vous répondez, que vous cochez ces cases-là, vous aurez trouvé le meilleur matériel qui vous conviendrait. Que ce soit chez Canon, chez Sony, chez Fuji, chez Olympus, n'importe. En fait, même qu'importe la marque, moi je vous parle ici de Canon parce que ça a été mon évolution, parce que je me sens bien avec eux, parce que c'est une chouette ergonomie. Mais de nouveau, je vais pas dire le Canon c'est le meilleur par rapport à Sony, ou Nikon est meilleur par rapport à Canon, ou Fuji est meilleur par rapport à Sony, ou Sony est meilleur par rapport à Olympus. Enfin, ça dépendra de toutes ces questions que vous devez cocher. Et ça répondra au mieux à vos besoins. Donc quand vous avez quelqu'un qui vient vous dire ah oui, mais moi j'ai tel boîtier, c'est le meilleur. Bah, de nouveau, ça dépendra. Pourquoi est-ce que c'est le meilleur? Bah, pour lui, peut-être, mais peut-être pas pour vous. Si vous avez quelqu'un qui fait, je vais inventer un truc, mais il y a une personne qui vient chez vous et qui dit moi j'ai le meilleur matos, ouais, j'ai un Hasselblad avec focale fixe, truc qui coûte grosso merdo entre 20 et 30 000 euros. Ouais, j'ai le meilleur matos. Oui, mais allez demander à cette personne si maintenant demain vous faites de la photo, je sais pas moi, au bord d'un circuit automobile. Bah avec son Hasselblad, il va pas faire beaucoup de photos, hein. Je vous le dis déjà. Oui, il va faire les voitures qui sont arrêtées, mais pas les voitures en mouvement. Ou alors, il aura fait un tri dans ses photos qui sera monumental pour en avoir une bonne à un bon moment. Mais de nouveau, ça ne répondra pas à vos besoins à vous. Ça répondra aux siens, parce que peut-être que lui, il fait que du studio statique, avec gestion de lumière, machin et tout, qui fait des superbes photos, mais ça répondra peut-être pas à vos besoins à vous. Donc il n'y a pas de meilleur matériel qui puisse exister. Il y a juste le meilleur matériel qui répond à vos besoins et parfois un petit peu à vos envies aussi, hein. Voilà, on va pas se le cacher, l'esthétique et les choses comme ça peuvent amplement jouer. À niveau esthétique, je peux me prendre par exemple Fuji, hein, ça c'est, et sincèrement même moi ça m'a fait beaucoup hésiter parce que j'adore l'esthétique de Fuji, et mais voilà,
je suis très content avec Canon et je vais rester là-dessus. Voilà, la conclusion est faite. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je tenais à remercier déjà toutes les personnes qui suivent un petit peu la chaîne. Je m'excuse de tout ce temps qui est passé là sans vidéo. Il y a eu quelques mois un peu compliqués. Mais ça va, là j'ai une bonne motivation, j'ai retrouvé pas mal de trucs, donc je vais vraiment avancer là-dedans. J'ai pas mal de projets en tête, dont aussi avec un autre youtubeur, donc on verra si ça peut se ficeler, tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu répondre à certaines questions que vous vous posez. Si maintenant vous avez d'autres questions, évidemment n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et moi je vous demande juste de liker la vidéo, donc le petit pouce bleu, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez cette vidéo avec les personnes qui seraient peut-être intéressées par la photographie canine. On va vraiment aborder d'autres sujets dans d'autres vidéos. Entre autres, tout ce qui est mes préférences, mes settings et tout ça pour la photographie canine, pour, on va dire, au mieux réaliser vos photos. Et voilà, j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!